L'Ouganda décide de continuer son projet établi avec la Tanzanie depuis un temps, le projet de pétrole, le projet de pétrole. Je pense qu'on en a parlé très récemment. Excellente nouvelle pour ce peuple qui depuis longtemps a dépendu à des choses très rudimentaires pour se situer dans la carte africaine. L'Ouganda a découvert le pétrole. Finalement, l'espoir de devenir un pays puissant comme l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes et beaucoup d'autres pays, les États-Unis aussi d'ailleurs. Aujourd'hui, dans cette condition, en 2022, l'Ouganda a décidé de continuer son projet. En fait, pourquoi on dit ça? Parce que il y a quelque temps en Europe, les parlementaires européens, un parlement européen avait décidé de mettre la pression sur l'Ouganda, sur son projet. Le projet était de sortir le pétrole, c'est-à-dire puiser le pétrole de l'Ouganda vers la Tanzanie, parce que l'Ouganda, pour ceux qui ne savent pas, est un pays enclavé. Il n'y a pas de côte, il n'y a pas d'océan. L'Ouganda avait donc besoin, pour exporter son pétrole, avoir une communication en coopération avec un pays aux côtes du continent, soit le Kenya ou la Tanzanie. L'Ouganda a décidé de travailler avec la Tanzanie. Donc l'Ouganda, dans son projet, devrait bouger son pétrole à 1400 km de lac Albert au port de Tanga en Tanzanie. Donc c'était un projet énorme, éléphantesque dans l'objectif de bouger le pétrole ougandais vers la Tanzanie. Ce serait le plus long pipeline. Heated pipeline, ça veut dire quoi? C'est pipeline chauffé, réchauffé. Pourquoi pipeline réchauffé? Parce que ces tuyaux doivent être réchauffés pour bouger le pétrole qui clairement est très lourd si on ne le réchauffe pas. Il faudrait réchauffer le tuyau constamment pour que le pétrole quitte son origine jusqu'à sa destination. C'est un projet énorme, éléphantesque, dont il fallait beaucoup d'argent pour investir. Pour construire ce pipeline, il fallait plus ou moins 5 milliards de dollars et beaucoup plus d'investissement pour autre chose. Le Parlement européen s'est levé contre ce projet. Pourquoi? Parce que d'après eux, ce projet, malgré ses possibilités de pouvoir élever l'Ouganda sur un standard peu commun, peu naturel, ce projet mettrait beaucoup d'Ougandais hors de leur maison. D'accord? Donc ce projet affecterait négativement beaucoup d'Ougandais, beaucoup de populations, seraient jetés de leurs terres, seraient renvoyés de leurs origines, parce que voilà, les pipelines vont devoir passer. Et c'est un projet qui détruira l'environnement ougandais, un projet qui sera négatif par rapport aux animaux. Donc il ne faut pas continuer à faire ce projet. C'est un projet très intéressant qui engage l'Ouganda, la Tanzanie et aussi comme investisseur Total Énergie de la France, qui détient en effet 63% des parts. 63% des parts par Total, 15% par l'Ouganda, 15% par la Tanzanie et 6% pour l'OCCM, une entreprise chinoise. Évidemment, on a besoin de l'argent pour commencer le projet. Alors, malheureusement, le Parlement européen s'est levé contre ça. Bizarrement, comme on l'a dit précédemment, ce sont des gens qui sont assis là-bas, après avoir mangé du camembert, du fromage, évidemment. On commence à décider sur comment la vie doit se mener quelque part en Ouganda, en Afrique. Depuis toutes ces années, personne ne s'est inquiété sur la population ougandaise et leur situation, leur habitat ou sur les animaux. Mais bizarrement, à partir du moment où l'Ouganda décide de commencer un projet qui élèverait son pays, évidemment un projet qui permettrait à ce que beaucoup de personnes reçoivent un travail honorable, un projet qui permettrait la reconstruction du pays, le développement international et le respect même du continent. Voilà, soudain, environnement, vous allez chasser les gens de leur maison. Non, on ne veut pas ça. Et puis voilà, les animaux vont perdre leur maison. Enfin, voilà, les animaux perdront leur maison et ce n'est pas bien. Donc, on a mis la pression sur Total Énergie pour pas qu'ils continuent ou financent ce projet éléphantesque. Plus de 15 investisseurs, c'est-à-dire 15 prêteurs, 15 créanciers. Parce qu'évidemment, le système a été construit de sorte que même si vous voulez créer chez vous, vous voulez fabriquer, vous voulez construire, il faudra aller chercher de l'argent ailleurs. Parce que vous ne pouvez malheureusement pas imprimer votre propre argent pour construire votre pays, pour construire votre nation, comme le peuvent certains pays. Il faudrait aller demander quelque part la grâce d'une certaine nation ou d'une certaine force pour pouvoir finalement construire votre pays avec l'argent qu'on vous donne, qu'il faudrait évidemment rembourser. Alors, pour ceux qui savent, beaucoup de pays, dans le passé, se sont enrichis à travers le pétrole. Beaucoup de pays sont devenus aujourd'hui des pays proéminents, des pays respectés. L'Arabie Saoudite, par exemple, qui joue un rôle très important dans la situation globale aujourd'hui, c'est à cause du pétrole. Avec un GDP de PIB de 800 milliards de dollars. 800 milliards de dollars. Beaucoup d'argent. C'est un pays énorme. 6e pays le plus puissant du monde. Si pas 13e, depuis, dépendant des statistiques que vous regardez. À travers le pétrole. L'émirat arabe, pourquoi? À travers les pétroles. En 1930, le pays n'était qu'un pays maritime, un pays des pêches. Les gens vivaient de la pêche, des poissons, des poissons, ils vivaient du poisson dans les années 30. Et après, on a découvert le pétrole. À travers le pétrole, évidemment, vous connaissez Dubaï, vous connaissez Abu Dhabi, qui détient aujourd'hui 9% des réserves globales des pétroles. C'est un pays fort. C'est à travers le pétrole qu'ils se sont enrichis. Dans la population, 80% est composée d'immigrants qui viennent construire, vivent dans des conditions horribles.
terrible. Leur passeport est souvent confisqué pour travailler, pour construire tout ça, pendant que eux, les originels, les originaux, les natifs du pays vivent dans l'abondance, dans l'opulence. C'est ça ce que le pétrole peut faire pour un pays. Les États-Unis est un pays, en effet, numéro 1 de pétrole mondial, qui, à travers l'industrialisation dans les années 1900, s'est développé de manière frénétique. Et voilà pourquoi vous avez New York, vous avez Los Angeles, tout ça, c'est à cause du pétrole, c'est à cause de la présence du pétroleum. Donc, beaucoup de pays se sont enrichis, beaucoup de pays ont grandi, beaucoup de pays se sont élevés, sont devenus des pouvoirs à travers le pétrole. Mais bon, désormais, maintenant que certains pays africains, il faut le dire, peuvent aussi profiter du pétrole. Alors là, on veut vous présenter le réchauffement climatique et les histoires environnementales. Vous savez, c'est marrant. Okay, quand nous, on en bénéficie, il n'y a pas de souci. Quand vous commencez à en bénéficier, alors là, ça devient un problème parce que sur le plan environnemental, il y a beaucoup de dégâts. Il faut parler du réchauffement climatique, il faut quitter les fossil fuels, il faut chercher l'énergie renouvelable. Bizarre, n'est-ce pas? L'objectif, c'est quoi? L'objectif, on dit qu'il y a un réchauffement climatique. Okay? Donc, c'est causé à cause de la production des gaz, production de méthane, l'empreinte digitale de la chaleur des humains qui cause le réchauffement climatique, n'est-ce pas? Le réchauffement climatique, vous connaissez les effets, on parle de hausse des niveaux d'océan, des ouragans, des tempêtes de sable, des incendies incontrôlés dans les forêts. C'est très intéressant comme concept. Seulement, le problème ici, c'est que, comme l'a dit un parlementaire ougandais, l'Afrique ne produit que 2% d'émissions de gaz. 2% de réchauffement climatique est produit par l'Afrique entière. 2% seulement. Et 21 pays les plus puissants, 21 entreprises les plus puissantes du monde produisent plus de 20% de réchauffement climatique. Ne pensez-vous pas qu'il serait cohérent de plutôt attaquer ces entreprises qui produisent 20% de réchauffement climatique au lieu de s'attaquer à l'Afrique qui commence à peine à fleurir à travers ses richesses, à travers son pétrole, à travers sa capacité d'évoluer. Pourquoi on ne laisse pas l'Afrique d'abord développer l'Afrique, c'est-à-dire l'Ouganda, développer l'Ouganda? La RDC aussi a découvert son pétrole. Améliorer la vie des citoyens, construire les routes, construire les hôpitaux. Ensuite dire, bon, ok, d'accord, maintenant, puisque vous avez profité, là, on peut changer les systèmes. Mais on veut changer les systèmes avant que les Africains aient profité de leurs biens. Pourquoi? Parce que finalement, évidemment, on va vous proposer des technologies nouvelles, n'est-ce pas? Technologies nouvelles, c'est-à-dire le courant à travers le vent, le courant à travers un moyen de communication par Internet. Évidemment, une technologie que vous n'avez pas, que vous aurez devoir à acheter chez qui? Chez eux. Non, ce que vous avez n'est pas bien. Ce n'est plus bien. C'est à cause du réchauffement climatique. Maintenant, il faut venir chez nous, acheter une technologie que nous, on a créée pour appliquer chez vous. Mais ce que vous faites n'est pas bien là. Nous, on a fait ça pendant des années, pendant des centaines d'années. On s'est fait beaucoup d'argent, on a construit nos villes, on a construit nos situations, on s'est fait énormément de bien. Mais maintenant que vous pouvez aussi le faire, ça devient illégal. Il faudrait que vous veniez chez nous chercher la nouvelle technologie. Et cette nouvelle technologie que nous avons créée, vous allez devoir payer pour ça, pour l'avoir. C'est-à-dire que c'est un cycle vicieux qui vous gardera en pauvreté pendant que nous, on s'enrichit. Maintenant, l'Ouganda a défié le Parlement européen. Je trouve ça quand même irrespectueux. Le président ougandais, Museveni, a traité l'Europe d'orgueilleux, des prétentieux. Il l'a dit ouvertement dans un discours. Et voilà, de paternaliste. L'Ouganda est un pays libre, libre de décider sa destinée, libre de destiner ses choix. Après quelque temps, on a dit à Total, si vous allez écouter les Européens, nous allons continuer le projet sans vous. Ils sont déterminés à le faire. Et moi, je pense que c'est une chose très intéressante de voir aujourd'hui que ces présidents qui comprennent la profondeur du néocolonialisme, ces gens qui refusent ce féodalisme de s'incliner face à l'Europe au nom de leur peuple. C'est quand même marrant de voir des gens, des environnementalistes ou des activistes quelque part là-bas. Bon, soudain, ok, là-bas, il faut pas faire ce projet-là parce que ça va chasser les Ougandais de leur maison. Et si on vous disait que voilà, ces Ougandais de leur maison auront du boulot à travers ce travail, ça ferait différent? On ne pose pas la question de savoir si ces Ougandais seront rétablis, restitués. On ne pose pas la question de savoir si, bon, est-ce qu'il y a moyen de pouvoir les placer quelque part ailleurs si ces gens existaient. Je pense que logiquement parlant, on aurait dit, bon, ok, comme il y a des gens qui vivent dans le terrain que vous souhaitez occuper, il serait peut-être propice que vous leur construisiez de maisons ou vous leur donnez des terres ailleurs et aussi des avantages, un pourcentage venant de la production. Mais ça, on ne veut pas. On veut qu'on arrête totalement le projet, n'est-ce pas? Si vous pensez que vous voulez vraiment le bien de ces personnes-là, vous allez dire, bon, dans ce cas, faites votre projet, mais avec la production, avec les bénéfices, partagez avec eux. Donnez-leur l'argent, construisez des maisons pour eux. Ça, on n'a pas dit. On a dit il faut arrêter parce que ça va détruire leur maison. Est-ce que c'est vraiment pour leur maison ou c'est parce qu'on ne veut pas que vous produisiez votre histoire? C'est très intéressant. Cette défiance à l'Europe et l'Occident.
d'un président africain qui veut continuer à faire ce qu'il a envie de faire, malgré les interdictions européennes. Intéressant, ça n'a peut-être rien à voir, mais depuis hier, on a découvert des cas d'Ebola en Ouganda. Ouais, il y a eu déjà un cas d'une personne morte, une personne décédée d'Ebola. Et on dit ici qu'on on suspecte 64 personnes d'avoir été exposées à une personne atteinte d'Ebola. Défiance, bon, ça n'a peut-être rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir. Okay. Ça n'a rien à voir. Bon, le président résiste comme on a demandé au Parlement européen. Il résiste, il continue quand même, on commence à construire, on commence leur histoire. Et puis bon, soudain, l'Ebola qui avait disparu il y a très longtemps, l'Ebola est rentré. Bon, désormais, nécessairement, on va exiger des choses, des restrictions, et peut-être un vaccin qui sera pas offert gratuitement, évidemment, il faudrait l'acheter. Pour finalement, enfin, un vaccin, ça viendra d'où le vaccin? Vous savez, ça ne vient jamais d'Afrique, ça vient de quelque part. Bon, ça n'a rien à voir, c'est juste pure coïncidence. Bref, le projet ougandais est intéressant parce que les Ougandais avaient pour objectif de construire aussi en Ouganda, donc à Kabale, une raffinerie de pétrole. Donc sur place, vous savez, généralement, en Afrique et ailleurs, on exporte le pétrole, on exporte les produits. Les produits sont puisés ici, mais exportés pour aller traiter. Les Ougandais ont décidé de créer eux-mêmes leur raffinerie sur place qui produirait jusqu'à 60 000 barils par jour. 60 000 barils par jour à Kabale, village ougandais, dans un endroit en Afrique qui, évidemment, présenterait beaucoup d'opportunités pour les locaux, beaucoup de travail, beaucoup de développement. Mais ce qui est intéressant ici, le président Museveni a décidé de continuer son projet. Les documents ont été signés, le projet va continuer, 1400 km de l'Ouganda vers la Tanzanie pour l'exportation, construction de raffineries sur place en Ouganda et qui offrirait, d'après moi, et beaucoup d'experts d'ailleurs, beaucoup d'opportunités pour les locaux. L'Afrique libre, c'est la seule Afrique intéressante. God bless.